Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonsoir à tous, bienvenue au Café Presse Politique, le CPP. Nous sommes en direct sur Radio M, comme chaque mercredi à 18h. Bonsoir à nos invités, nous avons un joli plateau ce soir. Bonsoir Amin Khan. Bonsoir. Bonsoir Lazari Lapter, c'est votre premier CPP. Absolument. Bienvenue. Oui, tout à fait. Bonsoir Amila Boulaoui. Bonsoir, c'est mon deuxième CPP. Oui, et jamais 203. Lazari Lapter, Zohela Balkan, bonsoir. Bonsoir. Et Hassan Qadi, bonsoir. Bonsoir, pourquoi joli plateau? Parce qu'on est nombreux et parce qu'il y a un nouveau, et donc c'est un plateau qui est différent des anciens plateaux. Alors on commence avec la question habituelle. On voudrait savoir ce qui vous a marqué particulièrement cette semaine. On commence avec vous, Amira Bouraoui. Ah super, parce que je sais que c'est le même fait marquant. Du coup, le fait de commencer, c'est les 3 ans requis contre Samer Belhamid. Ça m'a terriblement choquée. Ça m'a fait rappeler l'affaire Dreyfus-J'accuse d'Émile Zola. Ça m'a fait rappeler la position de Voltaire par rapport à l'affaire Calas. Et qu'aujourd'hui, si un intellectuel ne s'exprime pas contre cette justice injuste, il n'est pas intellectuel. Et pas que l'affaire Blahabia, mais aussi Boumela, Karim Tabou, Fassaoui et tous les détenus d'opinion. Voilà, c'est ça. Lazari Lapter, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Alors, moi, l'image qui m'a marqué, c'est une image qui a été partagée largement sur les réseaux sociaux. Elle est juste à côté de nous, c'est un pays frère, un pays voisin, c'est la Tunisie. C'est le décès de la grande militante donc, du Hirak tunisien, si je puis dire. Et cette image, c'est celle des femmes qui portent... Son nom. Linda, je crois que c'est Lina Mhenni. Et donc, ce sont ces femmes qui portent son nash et qui vont avec elle jusqu'au cimetière. Et d'habitude, il est interdit dans les terres d'islam, dans les pays d'islam, il est interdit aux femmes même de rentrer dans le cimetière pour assister à l'enterrement de quelqu'un. Mais là, ce qu'ont fait les Tunisiennes, c'est quelque chose d'unique et quelque chose de formidable. Elles ont porté comment on appelle le corbillard. Enfin non, c'est pas un corbillard. Le cercueil. Le cercueil. Elles ont porté sur leurs épaules, comme les hommes, le cercueil, et ils ont accompagné la militante au cimetière. C'est quelque chose de formidable pour moi. Amir Khan, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Écoutez, j'ai deux images qui sont... Alors, la première, c'est malheureusement l'accident du Sukhoi 30 il y a quelques jours, qui a vu la disparition de 2 jeunes officiers. Un accident qui intervient près d'1 an exactement après un accident similaire dans les mêmes conditions apparemment d'un Sukhoi où aussi sont morts deux jeunes officiers voilà, c'est pénible, c'est pénible. La deuxième image, c'est le chantier qui a été ouvert par les Chinois pour construire un hôpital de 1000 lits en 10 jours pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Alors, ça paraît extraordinaire, sauf que il y a quelques années, les Chinois ont construit un hôpital pour faire face, c'était à l'épidémie du SARS, et ils ont construit un hôpital en 7 jours. Et un hôpital, c'est pas des fondations et des murs, c'est aussi des équipements, etc., etc. Voilà, c'est deux images fortes, marquantes. Oui. Zohela Balkan. Moi, excusez-moi de rester rue de la Liberté, donc c'était ce dimanche. Et l'image qui m'a marqué, c'est celle de 2 mamans, la maman de Nabil Alloun et celle de l'Ahwazi, qui était là, de 9h à 17h.
C'est des mamans où on voyait dans leurs yeux une profonde détresse et une peur aussi, surtout pour la maman de Alloune qui craignait que son fils ne reparte en prison. Et donc ça, c'est une image, c'est celle des mamans qui attendent un verdict. Donc, et par là, on imagine aussi toutes les mamans de détenus, les familles de détenus à travers ce regard, c'est cette image-là. Et elles sont nombreuses, les mamans donc, qui attendent leurs enfants et qui ont souffert pendant tous les mois d'incarcération à la prison d'Al-Harraj en mandat de dépôt. Yassine, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Je suis content d'être resté le dernier parce que j'ai apporté une note de légèreté face à cette actualité assez dramatique. Moi, c'est une vraie image. C'est une vraie image. C'est cette image-là que m'a envoyé mon ami Farhat Ali durant le sommet Afrique-Grande-Bretagne. Donc, il est reçu par la famille royale britannique. Et donc j'ai trouvé ça très cocasse parce que je trouve que Radio M, beaucoup de gens nous reprochent que Radio M crée des difficultés, le plateau de Radio M. Il peut emmener partout, il peut emmener à Buckingham Palace. Buckingham Palace reçu par le prince, le futur roi d'Angleterre. On commence par la partie politique. On voudrait se poser une question. C'est qu'on se demande souvent si la présidence Tebboune a bel et bien commencé parce qu'on voit toujours pas de résultats, même si lors du dernier CPP on a dit qu'il faudrait plus d'un mois. Mais les signaux sont-ils déjà là? Ahmed Tebboune a été reçu au ministère de la Défense. C'était une image assez cocasse. Est-ce que vous avez vu la photo où Ahmed Tebboune est assis dans son bureau de ministre de la Défense? C'est la première fois qu'on voit le ministre de la Défense assis dans son bureau, entouré de tous ses généraux. Comment est-ce qu'on peut réagir à cette image qui n'était pas très très naturelle, disons? Amira. C'est toujours moi qui mouille la première. Je pense que ils sont en train d'essayer de faire de la communication et vu que le peuple pendant très très longtemps a reproché le fait que M. Tebboune ait été désigné par l'armée, donc on essaye de montrer qu'il y a un pilote dans l'avion et que ce pilote est bel et bien M. Tebboune. Donc ils se sont envoyés des gentillesses, lui et M. Shengadeha. Vous êtes la meilleure armée du monde, vous nous avez protégés. L'autre lui dit, vous êtes très très bon, vous avez reçu les opposants, vous voulez dialoguer, etc. Donc on essaye de faire de la com, mais ça passe comme ça passe pas. Bonne ou mauvaise communication, Hassan? Bon, c'est de la communication traditionnelle. On a essayé peut-être de montrer que l'armée avait un chef, un nouveau chef qui est en costume cravate, qui est le ministre de la Défense. Peut-être une évolution par rapport à l'ancien dispositif, celui des années passées où le vrai chef de l'armée était un militaire, Ahmed Gaïd Salah, et non plus Bouteflika comme commandant-chef des forces armées. Après, au-delà de la communication, il y a la réalité des événements, et la réalité des événements, elle n'est pas bonne. Zohira Berkane? Écoutez, moi, c'est sincèrement, j'ai survolé ça, disons, assez légèrement. Mais ce qui a fait tilt, c'est j'ai deux lectures. La première, c'est que il y a Tebboune qui va au ministère de la Défense. Donc c'est lui qui se rend au ministère de la Défense. Et ce n'est pas le chef d'état-major qui vient à lui. Alors qu'on aurait pu peut-être... parce qu'il y a eu, je crois, des titres où je ne sais plus qui avait dit le chef d'état-major reçoit le président. Au-delà de cet aspect peut-être qui relève du protocole, il y a aussi l'hommage qui est rendu une fois à l'armée, une fois au Hirak. C'est là où ça fait tilt. C'est cet hommage rendu, Tebboune rend hommage au Hirak. C'est vrai. Donc, si c'est de la façon dont on nous rend hommage chaque vendredi matin, etc., c'est une drôle de manière de rendre hommage au Hirak. C'est deux sortes d'hommages différents. Il avait parlé de l'Hirak al-Mubarak, c'est la même expression qui a été utilisée pendant la campagne électorale. Ahmed Tebboune, Amin Khan, quelle lecture vous avez sur ça et sur l'hommage rendu par Ahmed Tebboune au Hirak? Au Hirak, ça rejoint un petit peu la position précédente, c'est-à-dire que il y a le discours et il y a la réalité. Et la réalité, force est de constater qu'il n'y a aucun changement de ce point de vue-là. La répression continue. Et de ce point de vue, pour moi, il n'y a rien de nouveau. Et c'est en ce sens que j'ai du mal à voir le début d'une présidence Tebboune. C'est-à-dire que
que dans la mesure où les mêmes politiques continuent, les discours peuvent s'infléchir un tant soit peu, mais on est toujours dans le même cadre, dans la même politique. Et à mon avis, c'est porteur au moins de préoccupation pour rester prudent pour l'avenir. Nazaïl Abter ? Je pense que cette ambivalence entre le discours et la réalité, et les actes et les caractéristiques de ce pouvoir, du pouvoir avant, mais de ce pouvoir qui continue grosso modo la même politique depuis toujours, c'est pas quelque chose de nouveau. Les images qu'on nous montre ou les discours qu'on fait sont à l'opposé de la réalité que les Algériennes et les Algériens vivent tous les jours et vivent de manière plus particulière le vendredi et le dimanche. On a beau dire que le mardi plutôt et dimanche à l'étranger. On a beau dire que le Hira qui est béni, ça peut flatter un certain nombre d'égos ou les gens qui tombent dans l'autosatisfaction, mais ça ne règle pas le problème de la réalité. Le pouvoir bute sur cette réalité qui est que on continue d'interpeller les gens qui manifestent pacifiquement, on continue de verrouiller les médias publics et privés, on continue la main de la justice continue de peser de manière très très lourde et on en a pour exemple cette semaine le fait que le procureur de Birmandré, c'est bien ça, a requis 3 ans bien sûr 3 ans de prison ferme contre notre camarade Samir Belarbi qui croupit en prison depuis des mois et des mois en laissant dehors sa famille qui est dans le désarroi le plus total. Il n'est pas le seul évidemment, mais il fait partie de ces symboles que sont Karim Tabou, Fodel Boumala, lui et beaucoup d'autres. Qu'est-ce qui empêche, selon vous, Ahmed Tebboune, d'accélérer la cadence, de libérer plus de personnes, notamment Fodel Boumala, Abdelwahab Farsaoui, Samir Belharbi, etc. Je pense qu'il avait promis qu'ils allaient être libérés et il avait dit à M. Sofiane Djilali, quand il avait été reçu, que les détenus d'opinion allaient être libérés, mais ce n'est toujours pas... Il a dit ça ? Il avait dit ça à Sofiane, et Sofiane l'avait déclaré, que les détenus allaient être libérés, et puis, mais on ne voit rien venir. On ne voit rien venir. Pourquoi ? Alors est-ce qu'on continue à faire des pressions pour faire en sorte que le Hirak s'essouffle ? Et que, parce que 3 ans pour des statuts Facebook contre Samir Belharbi, qu'est-ce qu'il a dit de plus que ce qu'ont dit les Algériens dans la rue? On lui reproche d'avoir a touché à l'unité nationale. En quoi Samir Belharbi a touché à l'unité nationale? En disant en disant des slogans que tout un peuple disait. Je t'en ai dit 10 fois plus et je suis dehors. Alors soit je dois le rejoindre ou alors il doit sortir. Ces 2 poids 2 mesures sont inacceptables. Et donc voilà, on attend et on ne voit pas venir. Hassan Khadi ? Moi, je pense que de tout ce qui s'est passé ces derniers jours, l'indicateur le plus alarmant, c'est le refus de la salle au pôle de l'alternance démocratique. Parce que sur les autres dossiers, Abdelmadjid Tebboune peut toujours se cacher derrière le processus judiciaire. Dans le cas des peines requises, il peut toujours dire, il peut même laisser entendre qu'il n'a pas encore la main complètement sur ce. C'est ce qu'il a aussi insinué à Sofiane Djilali pour dire qu'il faudra que leurs avocats... Monsieur Hassan Dakhlo avec un coup de fil en prison. Oui. Ils l'ont dit, ils ont mais il peut se cacher. Kidnappé. Oui, on est d'accord sur la... Dakhlo avec un coup de fil, ils peuvent sortir. Absolument, on est d'accord. Mais là où son autorité, à mon avis, est engagée, parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est pas... même le dispositif sécuritaire dans les rues d'Alger, autour des villes, etc., il peut toujours dire il était déjà là avant que j'arrive, il faut que le démanteler. Non. Mais là où c'est nouveau, c'est complètement... c'est lui qui est comptable de cela, en termes de liberté publique, c'est laisser les acteurs du mouvement populaire et les acteurs politiques s'organiser. Et là, c'est lui qui est comptable. Et la réponse est non. Ouais. Voilà. Et de ce point de vue-là, je pense que, on n'avait pas besoin d'un mois et demi pour le savoir. Abdelmadjid Tebboune n'existe pas politiquement. Abdelmadjid Tebboune, c'est un fantôme. Politiquement, c'est un fantôme. Il peut dire ce qu'il veut. On aimerait bien qu'il finisse par exister un petit peu, parce que ça signifierait qu'il irait dans le sens d'un peu d'ouverture. Mais la réalité est celle-là. Et donc, si lui n'existe pas, la question c'est qui
décide d'empêcher le mouvement de continuer, de s'organiser, de la situation de se mettre en place, de changer cette nouvelle Algérie dont on parle, etc. Moi, j'ai ma lecture. Moi, je considère que l'Algérie est toujours dirigée par Ahmed Gaïd Saleh à partir de là où il est. C'est toujours lui, c'est ça. Symboliquement, c'est lui qui la dirige. C'est la feuille de route qu'il a laissée qui continue de diriger l'Algérie. Ce sont les hommes qu'il a laissés qui continuent de diriger l'Algérie, à tous les niveaux de responsabilité. Le sécuritaire imprime tout. Il n'existe pas de possibilité de manœuvre politique en dehors du sécuritaire. C'est valable, on peut tout citer, y compris la gestion de la crise du lait, c'est le sécuritaire qui la gère finalement. Voilà. Et on n'est pas sorti de l'auberge. Zoé Berkane, vous êtes d'accord ? Écoutez, moi, je suis d'accord dans la mesure où je considère que le système n'ayant pas changé ayant juste changé de façade, les pratiques restent les mêmes. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. À mon sens, il y a aussi un autre problème, c'est que ce qu'on a considéré comme étant des mesures d'apaisement libérant 79 détenus, s'est avéré être contre-productif pour le pouvoir, puisque pour le Hirak, ça a été considéré comme une victoire. C'est des détenus donc, qui ont donné un nouveau souffle au Hirak en participant à des marches dès le lendemain, c'est-à-dire il y a des gens qui sont sortis jeudi, vendredi, ils étaient déjà dans la rue, de même que les gens qui étaient sous contrôle judiciaire ce dimanche, mardi, étaient dans le... Donc là, c'est un peu contre-productif à mon sens, et c'est ce qui les fait hésiter en ce moment. Donc imaginez un petit peu qu'on demain on sorte les Boumalal, les Karim Tabou, les Samir Belarbi, etc. En termes c'est-à-dire que c'est des gens qui vont apporter une valeur ajoutée à ce Hirak, parce que moi je considère que Boumala, Tabou, etc., et tous les détenus ont été plutôt interpellés, incarcérés pour leurs idées, parce qu'ils apparaissaient comme étant des leaders. Et donc un Boumala produit des idées, produit un discours, et c'est ça qui pose problème aujourd'hui. Pour leur popularité également, si, parce que il y a eu un discours qui a rassemblé à un moment, que ce soit par rapport à Samir Belarbi ou par rapport à Boumala. Vous savez, le juge leur a dit, parce que bon, je ne me suis pas déplacée au tribunal, mais on m'a raconté ce qui s'était passé. Est-ce que tu sais que, parce qu'on s'est connus en 2014, tous ensemble dans les commissariats, avec sa mère, avec Badi Abdelghani. Ce qui était choquant, c'est que Badi, qui a été un compagnon de commissariat, était l'avocat de sa mère qui était un compagnon de commissariat. Exact, oui. Et Jafar Khalloufi m'appelle pour me raconter comment ça s'est passé, et le juge a dit Antum testaghilluna sadajet al-muwatinin, c'est-à-dire que nous sommes des imbéciles, des citoyens idiots, c'est ça Sadaja, comment on traduit? Oui, l'idiotie. Vous êtes des idiots, Stupidité. et puis on vous manipule avec des discours populistes. Voilà. Ce qu'on leur reprochait, c'était essentiellement ça. Maintenant, des discours populistes, il y en a dans tous les pays. Et pourquoi craindre un discours populiste? Si on a un argument contre ce discours-là, on le met sur table et puis c'est tout. Donc on leur a reproché cela. Pourquoi donc il y a eu des exemples? Moi, je ne sais pas. Si ça part d'une bonne intention, donc ça veut dire qu'à un moment, on avait peur du discours populiste, peut-être un peu à tendance conservatrice. Je me souviens quand on m'avait invité à Beyrouth, en 2015, il y avait une militante libyenne, et elle m'avait dit, c'était nous les progressistes qui avions initié la révolution libyenne. Et donc, est-ce qu'il y avait une crainte par rapport à cela? Que Yaharbouna Bel Mashal, c'était pas possible. Par rapport à l'histoire algérienne, histoire contemporaine, par rapport à la décennie, par rapport à la féminisation du mouvement algérien et celui du Soudan également, je pense que c'était pas possible qu'on retombe dans ce qui s'était passé en Syrie et en Égypte. Saïd Abter, vous voulez rajouter quelque chose? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le système de libérer Samir Belarbi, de libérer Karim Tabou, de libérer Abdouhaf El-Saoui, comme ils ont libéré plus de 70 militants politiques il y a quelques semaines? Je pense que dans le fond des choses, je pense que le système reproduit, le système tel qu'il est n'a pas beaucoup bougé.
Tebboune, tout comme Bouteflika hier, est son représentant bien sûr de façade, et derrière lui il y a toujours le pouvoir de fait qui décide des petites et des grandes choses dans le pays. Tebboune, je pense que Tebboune a les mains liées, ou du moins il n'a pas les capacités de pouvoir transformer les choses. Et c'est pour cela qu'on voit tous les jours les mêmes pratiques et les mêmes méthodes du système, voire les mêmes hommes également, qui sont reproduits. Rappelez-vous ce qu'avait dit Mouloud Hamrouche à un moment donné, quand un groupe de citoyens est allé le voir chez lui pour lui demander de se présenter au présidentiel. Il a eu cette réponse en leur disant imaginons que je me présente, je vais me présenter demain et je suis élu. Je ne pourrai strictement rien faire. En fait, Hamrouche, qui est un enfant du système, qui connaît de l'intérieur, qui est rompu à toutes les manœuvres de ce pouvoir, savait très bien ce qu'il disait. C'est-à-dire que quel que soit le président qui peut être élu, et Tebboune a été élu le 12 pour une feuille de route qu'a évoqué el Qadi Ihsan précise, et il ne sortira pas de cette feuille de route, parce que s'il voulait le faire, ça se serait su à ce jour. Son gouvernement dans sa totalité, pour moi, reste à peu près dans l'improvisation. Il n'y a aucune vision d'avenir, aucune philosophie du développement du pays. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'arrive pas à se dessaisir de cette vision du développement du pays hors de la rente. S'il y avait quelque chose de sérieux, il aurait tracé les grandes lignes de l'Algérie de demain, dans 30 ans, dans 60 ans. Il aurait donné du rêve aux jeunes Algériens et aux Algériens. Parce que c'est de cela que les Algériennes et les Algériens ont besoin. De rêve. Pas de leur parler de créer des start-up et ensuite le lendemain on parle de la pénurie de lait, on parle de la pomme de terre et ainsi de suite. On reste de ça. Et le pire, c'est le gaz de schiste. C'est-à-dire que si le pétrole et le gaz, avec le pétrole et le gaz, on n'a pas pu développer le pays, pour les raisons qu'on sait, il n'y a que cette solution qui reste, le gaz de schiste. Il n'y a pas d'autre piste à explorer dans l'Algérie d'aujourd'hui pour aller vers autre chose. Et c'est évidemment un autre débat sur le gaz de schiste, puisqu'on voit la multiplication des manifestations contre le gaz de schiste, notamment le mardi et le vendredi. Amin Khan, vous êtes d'accord avec Ihsan dans ce qu'il dit Majid Tebboune n'existe pas politiquement, c'est un fantôme? Moi, ce que je dirais les choses, et c'est pas contradictoire avec ce que dit Ihsan, c'est que le régime continue à l'identique. Il y a eu le changement de façade, il y a des discours qui sont un petit peu différents, etc. Mais le régime, autant que le peuple, sont devant la même question, c'est-à-dire est-ce qu'on continue ce qui a été fait par Bouteflika, etc., et qui a conduit au 22 février, ou est-ce qu'on fait en sorte que le pays change de cours? Et c'est comme ça, à mon sens, qu'il faut voir la question des détenus, de la libération des détenus, parce que la décision de libérer tous les détenus politiques, c'est une décision politique forte, certes, que le régime pourrait prendre, à condition d'accepter ce qui en découle, c'est-à-dire de continuer dans le sens de la réponse positive aux revendications du mouvement populaire, et c'est une décision qui devrait être suivie par une autre décision forte, c'est-à-dire celle d'apporter des mesures très concrètes à l'ouverture du champ politique et du champ médiatique, et suivi dans un troisième temps par la révision, là aussi, sérieuse des lois électorales, des lois sur les partis et des conditions finalement de création d'un espace démocratique où les gens peuvent s'exprimer. Bon, ça, c'est un choix radical. Et là, il ne s'agit plus de tourner en usant de formules et de faire de la communication. Il y a des décisions à prendre. Alors, est-ce que le hirak est parfaitement clair? C'est-à-dire que c'est la voie est tracée. Mais est-ce que le régime, lui, est capable de s'amender
et de faire autre chose qu'un discours d'accompagnement entre guillemets du Hirak, ça, pour le moment, il n'y en a aucun signe. Ersan, la présidence Tebboune, si on comprend bien, elle n'a pas encore commencé formellement. Et si on va assister au même scénario que Bouteflika en 99, puisque Bouteflika en 99, on peut dire que son pouvoir a mis quelques mois un peu pour s'affirmer, pour qu'il soit un vrai président et non plus un 3/4 de président comme il dirait. Est-ce que le Tebboune affaibli d'aujourd'hui, ça peut durer tout un quinquennat? Merci pour cette question, parce que c'est exactement le scénario que j'allais évoquer. C'est-à-dire qu'en fait, Bouteflika, en arrivant en 1999, élu en avril, il a formé son gouvernement à la fin de l'année, il a été obligé de faire un clash public pour dire, on m'empêche, il a déclaré à la Reuters, on m'empêche de former le gouvernement, j'ai été élu par les Algériens, de former le gouvernement que je veux. Il a choisi de le faire à un moment donné. En 1999, le rapport de force permettait à Bouteflika de le faire, parce que les militaires étaient en très mauvaise situation vis-à-vis de ce qu'ils avaient fait, la façon dont ils avaient fait. La haute hiérarchie de l'armée, les années 90 et tout, ils avaient besoin de Bouteflika à l'international pour essayer de faire passer leur bilan, et donc ils pouvaient se permettre de le faire. Ça a pris du temps, mais il a fini par passer avec son gouvernement, avec ses ministres, et commencer à mettre en œuvre ça. Il y a eu une autre initiative forte, qui était celle de la concorde civile, sur laquelle il était. Alors, la question qui peut se poser, à travers ce que tu viens d'évoquer comme comparaison, c'est à quel moment un président qui a été amené dans les valises de l'armée, ce qui est en général la règle, prend une relative autonomie parce qu'il a une feuille de route qui peut être un peu différente, si ce n'est de toute l'armée, d'une partie de la hiérarchie qu'il a amenée. À quel moment ça arrive? Ça arrive au moment où il prend la main sur les services de sécurité, en réalité. C'est à ce niveau-là que ça se passe. Chadli Benjdid s'est débarrassé très vite de celui qui avait participé à sa venue, Razi Marbah, et il a, avec Habib El Khair, la présidence, pris la main sur les services de sécurité, donc sur l'armée, à travers les services de sécurité. Zaroul a fait la même chose avec Betchin, et il est rentré en conflit avec le reste de l'armée qui lui a réglé son compte par la suite, avec la haute hiérarchie, mais il avait à la présidence quelqu'un qui pouvait prétendre coiffer l'appareil sécuritaire. Bouteflika, à la fin de la période Bouteflika, a essayé de faire la même chose avec Bachir Tartag. Tant que Toufik assurait cette fonction, ça allait, mais il a fini par essayer de le faire, c'était surtout Saïd qui avait fait, et on sait comment ça s'est terminé, c'est l'état-major qui a pris le dessus. Aujourd'hui, quand on se pose cette question, comment peut agir Abdelmajid Tebboune pour prendre la main, parce qu'il n'a pas la main en ce moment. Il n'a pas du tout la main. Les services de sécurité font ce qu'ils veulent et on le sent bien. Ça va à l'encontre de ce qu'il peut raconter. Il est tourné en ridicule. Il est humilié. Tous les jours, il est humilié. Sa parole va dans un sens. On peut se poser la question s'il est de bonne foi. On peut aussi se poser cette question. Est-ce qu'il n'est pas en train de nous enfumer ou est-ce que réellement il pense aller dialoguer avec le Hirak, avoir une autre feuille de route, écouter, etc. Bon, moi, je préfère rester prudent. Moi, je veux lui prêter la bonne foi. Je veux considérer que lui pense qu'il faut faire autre chose. Mais il n'arrive pas. Il ne peut pas. À quel moment il peut changer et clasher avec l'armée? Hier, c'est raté. Ou avant-hier. Bon, ils se sont fait des mamours, effectivement. C'est un peu raté. Mais il faudra bien qu'à un moment donné, il tape sur la table. Et pas seulement à travers un ministre qui menace la mafia du lait, mais en disant, pour sortir de la crise, il faut que le politique reprenne le dessus. Laissez-nous travailler, le politique veut faire autre chose que ce que vous faites, que les barbouzeries que vous faites. Parce que Bouteflika a pris en témoin l'opinion publique dans son bras de fer avec l'armée. Absolument. Si tu permets rapidement, je crois qu'il n'y a rien de comparable entre Bouteflika et Tebboune. C'est-à-dire dans l'avènement des deux. Maintenant, au-delà des manœuvres du Sérail, etc., moi, je crois que en 99, Bouteflika avait quand même, je me souviens qu'il avait quand même une bonne partie du peuple qui disait que Bouteflika était l'homme de la situation. L'homme du consensus, déjà. Du consensus. Ouais. Donc, c'était le... Là maintenant, Tebboune, lui, il part sur le mauvais pied parce que le jour de son élection, toute l'Algérie était dans la rue. Donc voilà, donc il y a ça aussi. Maintenant, tout le reste, pour moi, ces manœuvres du Sérail, entre trucs, etc. Bon, si on fait une analyse cohérente, pertinente, etc. Je pense que les enjeux ne se situeraient pas à ce niveau-là. C'est un président rejeté d'emblée. Voilà, d'emblée. Et ça, le Hirak le dit tous les vendredis, tous les mardis, qu'en fait, c'est une mascarade et je pense qu'il va être difficile pour lui de gagner cette confiance. Ensuite, plus important, par rapport aux détenus politiques, moi je crois que du moins d'ici le 22,
aucun des détenus, ni Boumala, ni Tabou, ni Belarbi ne seront libérés. Ça, oui, on ne le cite Voilà. pas suffisamment, mais c'est peut-être le plus Oui, important des c'est cas. vrai, Voilà. c'est vrai. Bon, C'est vrai. ne seront libérés avant le 22, parce que le 22 est une date symbolique, un enjeu vital. C'est ce qui explique un peu ce qui se passe tous les vendredis matins, etc. Mais Et le donc je crois pouvoir que va d'ici là, fêter le 22. je crois que d'ici là, ils vont voir, donc, et puis ils vont aviser, mais on n'est pas prêt d'ici le 22 de voir libérer Tabou et ses compagnons. Vous pensez que le pouvoir va célébrer le 22 Bien sûr, février Al-Hirak comme un Moubarak, Hirak il y a des Moubarak? prémices quand même Ouais. de s'approprier la date anniversaire de la Révolution. Parce qu'il ne s'agit pas de faire en sorte que le 22 soit celui du peuple et que le pouvoir soit de l'autre côté. Je pense que le 22 va être fêté également par le pouvoir. Oui. On aura le temps de faire le bilan du premier anniversaire, peut-être avec Kamel Daoud s'il le faut. Oui, Amir Khan, juste un mot. J'aimerais qu'on se mette en garde, nous, par rapport à des analyses qui partiraient d'une réalité différente selon que les gens sont civils ou militaires, etc. La réalité du pouvoir, c'est que, et c'est un régime qui est ce qu'il est, et donc attribuer trop de qualités ou de possibilités à la façade civile, conjoncturelle, aujourd'hui, on se trompe d'analyse. La réalité, c'est qu'il y a deux forces politiques dans ce pays. Il y a l'armée et il y a le mouvement populaire. Et la question qui se pose, comme elle se posait depuis le début du Hirak, c'est est-ce que nous allons aller, j'espère plus tôt que tard, à une véritable discussion entre l'armée et le peuple pour aborder les problèmes et les conditions, créer les conditions pour aborder les problèmes très sérieux du pays. Question subsidiaire, si tu poses comme ça les choses, c'est est-ce que Saïd Chengriha réfléchit comme Ahmed Gaïd Salah? Est-ce que lui, il est prêt à faire autre chose? On a insisté sur Tebboune, on devrait se poser la question, c'est ça que tu es en train de dire, plutôt, non pas sur la façade civile, mais sur l'armée. Et donc, Saïd Chengriha, jusqu'à ce qu'il a montré, parce qu'on n'en a pas parlé, hein, ce qu'il a montré jusqu'à maintenant, c'est un autre style de communication. Mais sur le factuel, moi je pense qu'il est lui aussi complètement otage du dispositif qui a été laissé par son très très puissant prédécesseur. alors c'est qui dirige le pays si ce n'est pas Tebboune et si ce n'est pas Chengriha? Moi je l'ai dit, c'est l'Alia. Mais à travers qui? On en saura plus dans la deuxième partie du CPP. Restez branchés, à tout à l'heure.